Donc, on reste sur COVID. C'est un peu le but aujourd'hui. Euh, on a profité avec un autre groupe d'étudiants que désolé, je ne les ai pas mis, mais Benjamin Lamoureux, Gabriel Cotte qui nous ont aidés dans ce sondage-là. Donc, on a exploré l'influence de la COVID sur les projets résidentiels des retraités. Donc, un peu comme l'autre présentation, je vais vous parler du contexte, des questions, des cadres qu'on s'est donnés, puis je vais parcourir l'aperçu des résultats. Donc, la pandémie est arrivée il y a plus que 2 ans, donc distanciation physique, changement dans l'expérience des logements. Je vais aller plus vite là-dessus. Dans ce contexte-là, d'expérience du logement ou d'expérience résidentielle dans la proximité, ce qu'on peut dire, c'est que dans la recherche, il nous manque des connaissances sur les pratiques et les représentations d'une expérience résidentielle confinée. Là, ils font des tests, désolé. Or, le confinement a mis en lumière des problèmes qui étaient déjà très connus, très bien documentés du point de vue du logement. Donc, d'être confiné dans un logement en mauvais état, très, très problématique. Faire partie d'un groupe d'aînés confinés dans des logements médicalisés, les fameux CHSLD, on en a entendu parler beaucoup, ou entrer dans le cycle de la retraite avec un déménagement qui était prévu. Puis c'est précisément là-dessus qu'on s'est penché dans cette enquête-là. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis plusieurs années, les résidences pour personnes âgées ne cessent de se développer au Québec. Leur taux d'attraction est autour de 20 18,4 qui est le plus élevé au Canada, selon une étude de la SHL en 2020. Pour plusieurs grands acteurs immobiliers, particulièrement actifs dans les métropoles, comme Québec, comme Montréal, les grands centres, ils ont développé des produits résidentiels qu'on pourrait dire originaux, puis relativement diversifiés. Là, il y a des gammes assez variées. Et ces logements-là, avec service pour les retraités, avec une moyenne de 1 844 $ par mois en moyenne au Québec, ben, ça répond aux besoins finalement de plusieurs modes de vie variés pour, on peut dire, pour les aînés d'aujourd'hui, mais aussi les retraités qui s'en viennent. Et donc, c'est développé avant la pandémie, se développait avant la pandémie tout un cocktail, en fait, d'options qui est loin d'être du logement abordable. Là. Vous avez vu le prix, mais qui répond à plusieurs... Il n'y a plus le partage d'écran. Désolé. Il est où mon zoom, là? Là, c'est bon. Et donc, comme je disais, ces options résidentielles-là se sont développées beaucoup jusqu'à la pandémie. Puis, ben, on posait la question, en fait, est-ce que la pandémie a pu changer, en fait, ce que vont rechercher les retraités, là, qui est beaucoup centré sur la disponibilité de services, sur les questions de sécurité, mais aussi d'environnement résidentiel qui est aussi centré sur différents modes de vie. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la recherche a montré depuis les années 2000 que vieillir sur place est l'option la plus considérée. Là, on parle de plus de 8, voire des fois 9, selon les enquêtes sur 10, qui veulent vieillir dans leur domicile. Cependant, la diversité du marché du logement des aînés a contribué à ce que cette option, ben, en fait, elle ne soit plus le choix de dernier recours, hein, puis soit même une option, comme je disais, qui était à choisir, qui était à considérer. Donc, on voit aussi que leur implantation est assez soutenue dans les milieux métropolitains, puis elle permet même, dans plusieurs cas, dans plusieurs quartiers de banlieue, de déménager chez soi quand on ne peut plus rester dans son logement. On déménage dans ce type de résidence-là, puis ça nous permet de garder nos réseaux, de garder nos repères.
Donc, comme je disais, la pandémie risque d'avoir changé plusieurs choses là-dedans. Quels sont les projets de logement des retraités avant, pendant et après la crise? C'est ce qui nous intéressait. Comment évolueront leurs aspirations à vieillir chez soi, sur place? Et leur projet d'intégrer les différents produits immobiliers adaptés sera-t-il maintenu, en fait, avec la crise? Donc, on a trois hypothèses sur lesquelles on s'est penché. Qu'avec l'impact majeur de la pandémie dans les habitations, les CHSLD, bien, ça a pu percoler, là, donner une mauvaise image aussi aux RPA, aux résidences pour personnes âgées. Donc, nous, on fait l'hypothèse que l'image et l'impact médiatique de la COVID sur les milieux de vie adaptés aux aînés risquent de projeter, en fait, une image négative sur ce segment-là de l'immobilier et risquent donc de changer leur plan résidentiel. Ensuite, la pandémie a durement frappé les milieux métropolitains, particulièrement à Montréal. Hein. Je vous ramène au tout début, là, ça se passait beaucoup à Montréal. Là où les environnements résidentiels bien, sont plus denses, sont plus diversifiés, sont plus branchés, en fait, sur les réseaux de transport et d'échange. Et quand on regarde la publicité de ces résidences pour personnes âgées, c'est justement ce qui est mis en évidence, en fait. C'est ce qui aide souvent à mettre en marché ces logements-là parce qu'ils sont proches de tout et qu'ils sont diversifiés. Donc, ben, ça risque aussi d'être mal perçu, en fait, puis d'être associé à des risques de transmission de la COVID. Là, on est vacciné. Là, on a laissé tomber les masques, mais à l'époque de l'enquête, on était encore en train de vacciner, puis on était avec les masques. Et la troisième hypothèse, c'est que le confinement a impliqué différents types de véhicules avec des restrictions plus ou moins serrées. Là. Au début, il y avait beaucoup de restrictions pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, ils ont vécu une espèce de situation résidentielle un peu inédite. Là. Et puis, bien, notre hypothèse, c'est évidemment ceux qui ont été confinés dans des maisons unifamiliales qui offraient plus d'espace, plus de liberté, ben, risquent de vouloir rester encore plus chez eux. Le 8 sur 10, là, il va probablement, il ne peut pas monter bien plus, mais probablement que ces gens-là vont repousser encore plus loin leur projet de déménager. Et au contraire, ceux qui ont vécu un confinement dans un appartement ou un condo, avec des règles à respecter puis des espaces partagés qu'on ne pouvait plus pratiquer, peut-être qu'ils vont changer d'idée. Même chose pour celles qui étaient déjà dans des résidences pour personnes âgées. Donc, on a pris des cadres théoriques sur l'expérience résidentielle, sur la mobilité résidentielle, sur l'adaptation et la résilience. Ça, je n'entre pas dans le détail là-dessus. On a préparé notre enquête à l'été 2020. On a utilisé la plateforme Lime Survey avec un certificat d'éthique. On a lancé l'enquête après la deuxième vague parce qu'on a été pris, nous aussi, avec la succession des différentes vagues. Et donc, on a ouvert l'enquête entre janvier et avril 2021. Donc, ça fait un peu moins, un tout petit peu plus qu'un an. On a eu des collaborations avec le QRP, le regroupement des résidences pour personnes âgées, Espace Muni, QDR et l'Université de Montréal pour diffuser l'enquête. On était vraiment dans un contexte de sursollicitation. Il y avait plein d'enquêtes, il y avait plein de consultations. Donc, on est tombé dans la masse aussi de tout ce qui se faisait sur la COVID. Mais ça s'est quand même bien passé. Donc, on avait un module sur les choix et les caractéristiques du domicile actuel, les projets résidentiels, les perceptions et les impacts de la COVID, les modes de vie et les parcours. Et ben, je vous ai mis en anglais, le questionnaire a été traduit anglais-français pour être diffusé dans le Grand Montréal et plus largement. Donc, on a un échantillon de 634 personnes qui ont répondu au questionnaire dans son ensemble, qui sont plutôt favorisées, qui sont plutôt métropolitaines. Donc, le questionnaire a très mal marché dans des populations plus pauvres. On s'y attendait, mais là, ça a été particulièrement le cas. Donc, on a prévu de faire une autre enquête avec des ménages plus défavorisés.
Donc, on a des gens de 52 à 82 ans, un tiers qui gagne moins de 60 000 par année, un 40 qui gagne entre 60 et 120 000 par année et plus de 120 000, 21 des gens assez bien diplômés, disons très diplômés, 34 un diplôme technique, puis plus de 60 diplôme universitaire, 15 qui travaillent, 85 retraités, 17 avec des problèmes sérieux de santé dans les 5 dernières années. Mobilité, 22 qui mentionnent avoir de la difficulté à se déplacer à l'extérieur. Donc, on a un biais, évidemment, plusieurs biais dans notre enquête, mais cet échantillon-là, c'est un peu aussi la clientèle des résidences qui nous intéresse. Donc, ça nous fait un échantillon intéressant, en fait, pour explorer ça. On a 80 de propriétaires, 12 environ de locataires. Une grande majorité habite dans une maison unifamiliale. 15 qui habitent dans duplex, triplex. Un peu moins de 10 dans des appartements de 4 à 5 étages. Des tours, un 10 puis des résidences pour personnes âgées. Si on n'a pas pu tester ce volet-là sur l'enquête parce qu'il y avait peu de répondants. Donc, on a des modes de vie assez variés. Ça, je ne rentre pas dans le détail ici, là, mais on a des urbains motorisés, des banlieusards actifs, des utilisateurs de transports en commun, des métropolitains. Donc, c'est des modes de vie qu'on a construits. Je ne développe pas trop là-dessus. Si vous avez des questions, je peux y revenir. Des secteurs aussi de résidences qui sont assez contrastés, beaucoup de secteurs pavillonnaires, des secteurs plus denses, des secteurs plus anciens. Donc, c'est des éléments qu'on a pris en compte dans les analyses. Donc, nos hypothèses semblent cohérentes avec les perceptions de centralité puis de densité qui sont plus risquées comme milieu résidentiel. On a plus de 70 des répondants qui pensent qu'habiter une maison réduit le risque. Près de 90 associent le risque de la COVID aux grandes villes et 86 aux résidences pour personnes âgées. Donc, c'est assez clair que le risque est perçu. Mais cette question-là de l'habitat collectif ne crée pas l'unanimité. Pendant que 24 pensent que les tours d'habitation sont plus risqués, bien, 38 ils pensent exactement le contraire, qu'ils sont plus safe, en guillemets. Donc, il y a des contrastes assez importants dans les réponses. L'effet de la pandémie sur les projets résidentiels semble aussi contrasté. 55 affirment ne pas être influencés par la pandémie dans leurs projets résidentiels et 45 pensent le contraire, donc disent qu'ils sont influencés. Mais quand on regarde leurs intentions de déménager avant la pandémie, il y en avait 38 qui voulaient déménager, puis après la pandémie, il y en a 49 Donc, il y a des gens qui disent que ça influence les projets résidentiels, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à déménager? Ça ne semble pas nécessairement être le cas. La formule des résidences pour aînés serait une option plus attractive ou très attractive pour un répondant sur 3, 33 1 sur 3 se verrait dans un quartier central et ça reste inchangé malgré la pandémie. Puis 1 sur 3 considérait plutôt une résidence pour personnes âgées en banlieue, Montérégie et Laval. Puis ça aussi, ça reste inchangé. Donc, une grande part des répondants de l'enquête, soit plus d'un répondant sur 2, se dit plutôt neutre et sans avis sur son attrait. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas un grand changement, en fait. Il y a des perceptions peut-être de risque, mais est-ce que ça va changer les comportements? On ne sait pas. Plusieurs perceptions attendues se confirment, mais semblent avoir peu d'impact sur les changements des plans résidentiels. Parmi les 45 qui affirment que la pandémie a amené des changements dans leurs plans, les éléments les plus importants, c'est l'image de crise des CHSLD, c'est l'éloignement des proches qui n'ont pas pu voir pendant le confinement, c'est l'accès à des services qui étaient plus compliqués, c'est la propagation du virus dans les régions et les problèmes d'isolement dans son logement.
Donc, le projet concret de déménager dans une résidence pour aînés demeure relativement stable avec une légère baisse avec le projet d'y déménager. On avait un 10%, un 12% avant la pandémie. Là, on a descendu à 10%. Ce qui semble intéresser, en fait, les ménages qu'on a vus plus jeunes qui voulaient aller très, très loin, acheter une maison dans les banlieues puis les périphéries assez éloignées. Bien, les retraités, en fait, c'est pratiquement le contraire parce que déménager, aller loin de la ville, c'est non à 93%. Acheter une résidence secondaire, c'est non à 91%. Puis déménager dans un logement plus grand, c'est aussi non à 90%. Donc, ils ont un peu c'est un peu le contraire des ménages plus jeunes. Et donc, avec ces données-là, on a fait des modèles pour essayer d'évaluer l'importance de ces variables-là, des modèles de régression logistique. Là. Je ne rentre pas dans les détails, mais je peux vous donner ces détails-là après si vous voulez. Mais quand on regarde les probabilités de dire est-ce que vos plans résidentiels ont été influencés par la COVID, bien, on voit que les hommes ont 2 fois plus de chances, 2 fois moins de chances, pardon, que les femmes de voir leur projet résidentiel influencé. Les occupants d'un appartement de type duplex, triplex sont 2 fois plus susceptibles de voir leur plan influencé par la pandémie que ceux qui habitent une maison. Que les perceptions positives de la maison unifamiliale, puis ça, il y en avait plusieurs, mais c'est 1,2 fois plus de chances, jusqu'à 2 fois plus de chances d'être plus important dans les changements de plan résidentiel. Puis aussi, la possession d'un permis de conduire, c'est 2,3 fois plus de chances d'avoir des projets résidentiels influencés. Donc là, on peut comprendre que les gens sont plus mobiles et ont plus de liberté. Sur les résidences pour personnes âgées, est-ce que ça vous intéresse dans un horizon plus ou moins lointain? Bien, les hommes souhaitent 2 fois plus que les femmes déménager dans une RPA, que les revenus plus faibles sont 2 fois moins susceptibles que les 80 à 100 000 d'être intéressés par une RPA. Ceux qui sont moins scolarisés ont plus de chances d'être aussi intéressés par la RPA que ceux qui ont un 3e cycle universitaire. Résider dans un quartier urbain est moins susceptible de vouloir une RPA. Ceux qui ont eu une baisse de la qualité de vie pendant la pandémie ont plus de chances d'être aussi intéressés. Les éléments des RPA qui sont significativement plus importants, le côté social, presque 4 fois plus que ceux qui ne sont pas intéressés. Les services et équipements aussi, 1,5 fois plus de chances. Ceux pour qui se déplacer à l'extérieur sont plus susceptibles aussi d'aller RPA. Donc, on a une série de probabilités, là, toutes choses étant égales par ailleurs, d'être intéressés par les RPA qui ressortent de façon très, très significative et qui ne sont pas très différentes, comme je vous disais, de ce qu'on pouvait observer avant la pandémie. Donc, ce qu'on voit, peu de changements, mais un report, en fait, qui est envisagé. Il y a des fortes significations des variables associées à une baisse de la qualité de vie qui poussent les gens encore, puis je dirais peut-être plus, justement, avec les scores qu'on a vus, à aller vers les RPA. Une plus faible importance des variables socio-économiques, socio-démographiques que celle des modes de vie puis des territoires sur les changements observés. Donc, c'est moins qui sont les personnes où elles habitent sur le territoire puis quelle sorte de mode de vie. Ça, c'est plus significatif, en fait, lorsqu'il est question des RPA. Il n'y a pas de perte d'intérêt de l'attrait des RPA, mais plutôt un changement puis on l'a calculé, qui est significatif, en fait, dans l'horizon temporel. Autrement dit, pendant que les jeunes ménages ont accéléré leur plan résidentiel d'accéder à la propriété ou de déménager à l'extérieur, eux ont mis leur plan sur pause, mais ne semblent pas changer les plans. Puis ben ça ouvre plein de pistes pour nous sur les changements, puis sur les bifurcations au niveau des plans résidentiels, sur les modes de vie et la résilience des personnes face à des changements qui peuvent être perçus ou vécus. La position dans le cycle là, de la retraite, là,
On n'a pas fait des analyses entre des jeunes retraités et des retraités qui étaient plus âgés. On a tenu compte de l'âge dans les modèles, mais il nous reste à pousser un petit peu plus loin là-dessus. Les effets de la forme urbaine puis de l'accessibilité. En fait, puis je vais conclure là-dessus, nos observations, en fait, elles se trouvent à renouveler entièrement les enjeux qu'on connaissait déjà sur le vieillissement en banlieue, sur le vieillissement chez soi. La pandémie risque de renforcer le souhait de rester chez soi le plus longtemps possible avec les enjeux qu'on connaît super bien en banlieue ou dans les milieux plus lointains, puis aussi à la capacité des villes à s'adapter puis à répondre aux besoins des retraités. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande nouveauté, mais plutôt un renforcement des enjeux et des problèmes qu'on connaissait déjà à la lumière de ces... Mais là, comme je vous disais au tout début, là, on est sur l'échantillon favorisé. Là. Il faudrait l'échantillon défavorisé. Eux autres, qui ont peut-être vécu des changements de plan puis des difficultés qui étaient beaucoup plus sérieuses que ceux que je viens de discuter. Donc, il y a une étape aussi à faire là-dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Question, Martin? Est-ce qu'on peut considérer dans ces résultats-là une partie d'explication des resserrements de certains marchés immobiliers dans la mesure où les jeunes ménages veulent plus rapidement entrer dans un segment, d'où les personnes retraitées veulent sortir moins rapidement et donc il y aurait un resserrement, un gros d'étranglement de certaine façon dans ce segment-là? C'est sûr qu'à quelque part, les gens qui veulent rester chez eux, bien, ils restent dans une maison ou un appartement, un condo qui est occupé, donc qui n'est pas disponible pour les plus jeunes. C'est sûr que macro, ça doit probablement participer, en fait, pour certains quartiers. Par contre, les gens dans l'échantillon avaient un capital assez élevé, là. Visiblement, en tout cas, il y en a beaucoup là-dedans, ce n'est pas des catégories premiers acheteurs. C'est des gens qui sont plutôt dans des maisons de plus de 300 000, en tout cas une bonne partie de mémoire de l'échantillon. Donc, ça peut être des biens qui sont difficiles à acheter pour les premiers acheteurs, en fait. Mais là, c'est ça, là, il y a le jeu des vases communicants qui peut embarquer. Mais c'est des observations que d'autres collègues ont déjà fait. Là. Je pense à Daniel Gill, là, qui est justement retraité maintenant, mais il disait ça il y a plusieurs années. Puis ça doit participer aussi à la même logique. C'est possible dans le cadre de savoir les promoteurs, est-ce que les promoteurs de RPA qui peuvent mettre en question certains de leurs projets, peut-être que si les gens veulent rester à la maison, ils vont discuter avant. Bien, on a des contacts avec des promoteurs. On travaille notamment avec la Fondation Maurice, là, qui a fait un don philanthropique qu'on a pu utiliser pour faire une partie des travaux. Je ne pense pas qu'ils soient très nerveux, en fait. Parce que pendant la crise, il y a plusieurs journalistes qui avaient montré, en fait, des logements, des gens qui étaient déménagés dans des résidences pour personnes âgées, puis qui cassaient leur bail parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans un environnement confiné ou payer pour des services qu'ils ne pouvaient pas avoir. Puis finalement, les loyers, les appartements étaient comblés assez rapidement une fois que ces baux-là étaient tombés. Je ne pense pas. Comme tu l'as dit avant, le marché est très, très tendu. La pression est très, très forte. Puis l'attrait n'est pas tombé. L'attrait est toujours là. Puis maintenant, une personne retraitée qui arrive à un âge assez avancé, qui peut avoir des problèmes de sécurité, qui peut avoir des problèmes d'autonomie, ça devient à quelque part, vu le peu de soutien à domicile qu'on offre, c'est un peu un choix aussi par défaut, là. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir des problèmes de taux d'inoccupation élevés dans ces formules-là. Oui? Sur les RPA, la donnée au début, ça fait
Ben, c'est ça, comme je disais, c'est de loin le taux d'attraction le plus élevé au Canada. Il y a clairement, probablement une question de prix, en fait. C'est moins cher de ce que j'ai vu. Il faudrait que je retourne voir les prix moyens des autres provinces, mais je pense qu'au Québec, c'est moins cher. Il y a... Je peux pas répondre, en fait, parce que je n'ai pas de données, mais je peux faire des hypothèses ou réfléchir, mais il y a peut-être la volonté d'être indépendant aussi par rapport à ces réseaux, par rapport à ces enfants. C'est que ces formules résidentielles-là permettent aux personnes de rester autonomes, même s'ils ont des petits problèmes d'autonomie ou qui veulent tout simplement plus s'occuper de différentes tâches. C'est pris dans le package de services. Donc, probablement que ça doit jouer dans le rapport que les gens peuvent avoir. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, puis ça, je ne sais pas, comme je disais, par rapport au reste du Canada, mais il y a des formules assez différentes, voire assez innovantes au Québec qui ont été mises en place dans ces RPA. Tu sais, on peut être locataire, on peut acheter des packs de services là, assez simples du ménage, des trucs qu'on trouve un peu partout, à un pack de services plus élaboré ou plus étoffé avec des repas, avec des assistances. On peut être copropriétaire, il y a des condos aussi là-dedans, on peut acheter. Donc, ces RPA-là sont assez diversifiés puis se diversifient aussi. Donc, on n'est plus seulement locataire avec un bail puis des services très, très coûteux, mais on peut déménager dans ces complexes résidentiels-là puis continuer à être propriétaire, en fait. Puis ça, on le voit quand on s'intéresse aux raisons des gens qui veulent rester à domicile le plus longtemps possible, c'est de pouvoir aussi transférer un héritage ou transférer, s'ils dilapident tout dans un bail avec des services, c'est pas plus intéressant, même que on voyait dans des focus group qu'on a fait, puis des entrevues, que des gens avaient peur de vieillir trop vieux, puis de manquer d'argent pour ne pas être capable de payer leur loyer. Parce qu'un coup que tu as vendu la maison, là, il reste seulement ce qui a été dégagé de la vente pour pouvoir rester dans une RPA. Donc, ceux qui vivent très, très vieux, puis qui ont vendu une maison qui était peut-être d'une valeur plus faible, bien, évidemment, ça fait moins de temps. Là. Mais c'est ça. Il y a des hypothèses qu'on pourrait discuter, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un petit 10 minutes de retard, comme ça arrive souvent dans des présentations comme ça. Peut-être une dernière question, Edgar. Qu'est-ce que ce serait une méthodologie pour aller chercher justement les aînés qui sont en situation un peu plus de marginalisation, que ce soit économique, sociale, et surtout ceux qui n'ont pas nécessairement vraiment accès et usage d'Internet? Bien, ça c'est une bonne question. Il y a déjà un bout de chemin qui peut être fait si on s'associe avec des partenaires ou des associations comme des associations de droit des retraités, par exemple, qui peuvent se faire circuler dans leurs membres puis faire une promotion assez intense. Mais je pense qu'un sondage Internet comme on a fait pour aller rejoindre des populations marginalisées, ce n'est pas ça la bonne façon. Donc là, il faut aller en personne, soit organiser des événements ou aller participer à des événements, aller cogner à des portes, puis aller ceux qui s'intéressent au mal logement, là, c'est ce qu'ils font, ils vont cogner à toutes les portes des HLM ou des coops là, pour coop, ce n'est pas du mal logement, mais dans des conditions plus précarisées pour rejoindre les personnes. Donc, il faut changer en fait la stratégie. Ce n'est plus le sondage, mais c'est du travail de terrain, puis du travail avec des partenaires locaux. Mais ça fait partie de n'importe quel bouquin sur les méthodes des populations marginalisées. C'est toujours celles qui sont les plus difficiles à rejoindre. OK, ben merci tout le monde.
Puis, on se dit à demain pour les 3 dernières présentations. Donc, merci aussi aux personnes en ligne.